Eh bien, merci de rester pour cette dernière table ronde, et la dernière mais pas la moindre, puisqu'on va parler de la puissance des réseaux de chaleur et de froid décarbonés. Puisque, bien sûr, on aura dans notre mix énergétique en 2050 beaucoup d'électricité, on a compris, on aura des hydrocarbures qui auront été remplacés par leur version décarbonée, mais on aura toujours besoin de chaleur. On aura encore plus besoin de froid qu'aujourd'hui. Et pour ce faire, on a la chance d'être dans une région dense où on peut construire des réseaux. Et on a en plus la chance de pouvoir les alimenter avec des énergies renouvelables. Et c'est ce sujet qu'on va aborder dans cette table ronde, donc où je reçois, donc en commençant par la gauche, Christophe Prouveau, qui est directeur général du CIGIF, donc grand syndicat d'énergie francilien, Thomas Emerdinger, qui est directeur général de l'AREC, donc l'Agence régionale énergie-climat, François-Marie Didier, qui est président du SIAP, donc l'Agence d'assainissement francilienne, et Thomas Bonnour, qui est directeur général de la Société d'économie mixte, de la SEM, oui, c'est une société, une filiale, voilà, régionale, Île-de-France, énergie et territoire. Et vous êtes tous les quatre donc impliqués dans la question de la chaleur renouvelable. Alors Thomas Emerdinger, puisque j'ai deux Thomas, vous allez nous dresser un petit état des lieux, c'est-à-dire la chaleur renouvelable, le froid renouvelable, les réseaux, c'est important déjà en Île-de-France, mais surtout quel est leur potentiel? Alors, rebonjour à tous et toutes. Donc effectivement, la région Île-de-France, vous l'avez dit, hein, c'est un territoire majeur des réseaux de chaleur en France, puisqu'on a quasiment plus de 85% des réseaux de chaleur français. Donc il y a déjà tout un écosystème présent sur le territoire et je dirais historique, parce que le réseau de chaleur parisien, le fameux CPCU, qui en ce moment rentre dans un débat sur le futur concessionnaire, a plus de 100 ans. Donc effectivement, on a un territoire, vous l'avez dit, par la densité, par le fait aussi qu'on ait des ressources locales, dont la géothermie profonde, on va en reparler, qui fait qu'on ait un territoire qui est très actif sur ces questions, à la fois dans le cœur dense, dans la petite couronne et maintenant aussi dans la grande couronne, avec certains réseaux de chaleur historiques, comme je pense à Melun, Meaux aussi, tout le Val-de-Marne qui est très développé sur ces réseaux de chaleur. Donc nos derniers chiffres, on est à plus de 135 réseaux de chaleur. Donc, pour vous dire, c'est pas juste le CPCU, c'est tout un ensemble de réseaux de chaleur qui se développent, qui s'étendent, qui mutualisent leur chaleur. Donc, c'est-à-dire, on a des raccordements entre réseaux de chaleur. Donc, je peux vous dire que en termes de comptabilité énergétique, c'est bien complexe parce qu'il y a de l'achat-revente, etc. Il y a de la mutualisation d'équipements. C'est une dynamique qui a été très forte aussi pendant les crises pétrolières, aussi pour mutualiser des sources de chaleur, notamment la géothermie. Donc tout l'historique de géothermique qu'on a en Île-de-France, c'est suite aux crises pétrolières, donc plutôt années 70-80. Après, c'est un peu passé de mode, puisqu'en plus les énergies fossiles étaient moins chères. Et là, la géothermie revient vraiment à la mode, parce qu'on a plus d'une dizaine de forages en cours en ce moment. Donc pour vous dire, c'est quand même très actif. Je me permets une petite incise aussi qui est pas connue, c'est que pourquoi aussi ce territoire est très marqué par la géothermie, c'est qu'on a l'historique du pétrole et gaz. Donc toute la filière pétrole-gaz, parce que vous devez le savoir peut-être, on extrait encore du pétrole en Île-de-France. Et donc on a tout un écosystème économique de parapétroliers qui savent faire du forage, qui savent faire des études géologiques. Et d'ailleurs, la connaissance géothermique est issue des études pétrolières. Donc plutôt dans l'est de l'Île-de-France, donc Val-de-Marne et Seine-et-Marne. Et maintenant, on a aussi une campagne pour mieux connaître la ressource géothermique dans l'ouest parisien, donc avec la campagne Géoscan, donc qui permettra aussi de pousser le potentiel géothermique à l'ouest de l'Île-de-France. Mais il n'y a pas que la géothermie comme chaleur renouvelable. Il y a d'autres sources. Alors tout à fait. Effectivement, on parle beaucoup de la géothermie parce qu'effectivement, on est assis quand même sur une ressource locale et souveraine et qui est considérée comme renouvelable. Donc surtout la nappe du Dogger. Mais effectivement, la géothermie ne représente que 15% du mix énergétique des réseaux de chaleur. Le gros, c'est le gaz du réseau, donc gaz naturel, mais aussi biogaz par des systèmes de garantie d'origine. Donc soit
en source principale ou surtout en appoint ou en secours pour des réseaux de chaleur, même géothermiques, qui ont toujours une chaudière gaz qui permettent de suivre les consommations et l'évolution des températures extérieures. Donc surtout ça. L'autre grosse particularité de la région, ce sont les déchets, l'incinération des déchets. Qui passe par les fameux incinérateurs ou ce qu'on appelle aussi les unités de valorisation énergétique. On en a 18 en Île-de-France. Les plus connus, Saint-Ouen, ici, Ivry, mais on a aussi Créteil, Sarcelles, on en a 18. Certains ne valorisaient pas encore leur chaleur. Ça commence. On va quasiment avoir... tous vont valoriser leur chaleur. Là, celui en cours, c'est le Saint-Thibaud-des-Vignes du côté de Lagny-sur-Marne. Donc ça, c'est quand même 30%. Mix, donc ce n'est pas rien. C'est aussi une particularité historique du territoire avec CPCU et les incinérateurs. Il y a des questions qui se posent. On parle d'économie circulaire, on parle de valorisation des biodéchets, de les sortir des incinérateurs. Donc ça va poser des questions, des enjeux sur l'avenir de ces réseaux de chaleur alimentés par ces incinérateurs. Et après, effectivement, on a d'autres sources. Donc c'est pour ça que généralement on dit énergie renouvelable et de récupération. On peut avoir un petit peu de solaire thermique, pas beaucoup. On peut avoir un petit peu de valorisation de chaleur fatale, ça peut être de stations d'épuration ou des data centers. On va en parler justement. On va en parler, mais pour l'instant, ces sources, on va dire alternatives, c'est à peine 1% du mix énergétique des data centers. Donc c'est encore très léger, mais on tend à développer ces sources alternatives. Et l'intérêt des réseaux, c'est que il suffit de changer l'énergie qui les alimente pour verdir d'un coup des milliers, voire des dizaines de milliers d'équivalents logements. Tout à fait. Alors je tiens à rappeler aussi, alors ça c'est pas trop connu, les dernières consommations de charbon en Île-de-France. Les centrales thermiques EDF se sont arrêtées, mais on a encore 2 réseaux de chaleur qui fonctionnaient encore au charbon. Le premier CPCU sur le site de Saint-Ouen, donc à côté de l'incinérateur. On avait aussi une centrale thermique qui passe à la biomasse. Donc, on avait encore des consommations de charbon en 2022, 2023 et 2024. Il s'arrête. Dernière livraison de charbon. On en a encore un autre, Massy, qui est multi-énergie avec incinérateur, biomasse, etc. et qui a encore un petit peu de talon de consommation de charbon. Donc, c'est en ciblant ces installations-là, qui sont quand même des installations de forte puissance, on peut les passer à la géothermie profonde, au bois énergie ou d'autres sources de chaleur. Très bien, merci. Alors, le potentiel des réseaux, c'est quelque chose qui intéresse donc la SEM Énergie Territoire. Alors vous allez nous la présenter parce que c'est une filiale de SEM, c'est pas une SEM. Donc Thomas Bonnour, si vous pouvez vous la diriger, si vous pouvez nous la présenter en 2 mots avant de nous dire. C'est bon. Oui, bon, alors je vais aller rapidement sur ces détails juridiques de statut, mais c'est vrai qu'en effet, on est une filiale de la SEM Investissement et Territoire, qui est donc la foncière de la région, qui a plusieurs filiales, dont une qui du coup se retrouve à être une société action simplifiée, voilà, c'est un détail. Donc on n'est pas une SEM, on a un statut privé, mais donc on est une filiale de la SEM et on est dédié à l'investissement dans les énergies renouvelables. Voilà. Alors, comparé aux illustres institutions qui composent cette table ronde, nous, on est vraiment les petits derniers, on est un peu la start-up de la bande. On a à peine plus d'1 an d'existence, donc forcément, je vais plutôt vous parler de ce qu'on veut faire que de ce qu'on a fait, même si on a déjà un certain nombre d'actifs dans lesquels on a pu investir. Et en effet, dans notre thèse d'investissement, en tout cas dans notre raison d'être, la décarbonation de la chaleur, avant la géothermie, mais au sens large, la décarbonation de la chaleur nous semble être la priorité absolue. Et pour la décarbonation de la chaleur, Thomas l'a expliqué, évidemment, la chaleur fatale et la géothermie sont des priorités absolues par rapport à cette priorité. Tout simplement parce qu'on n'a pas de problème d'origine des équipements ou de la matière première. On est sur d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue souveraineté, d'un point de vue même décarbonation, bilan. Pour la géothermie, mais sur la consommation du foncier, parce qu'il y a le SDRIFE qui est paru récemment. On sait que le foncier en Île-de-France, et c'est d'ailleurs une de nos raisons d'être aussi, le foncier est un élément critique, parce qu'on a plein d'usages à concilier. Et d'ailleurs, c'est vraiment le point de départ de notre existence. Et le fait qu'on soit une filiale d'une foncière, c'est pas pour rien. C'est aussi de considérer que pour la sortie d'un projet, la ressource critique, souvent en Île-de-France, c'est le foncier. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage aussi dans la production d'ENR en Île-de-France, c'est le foncier. Donc nous, on est là pour débloquer le foncier. On n'est pas là pour développer, il y a assez de développeurs comme ça en Île-de-France, mais on est là pour essayer de débloquer les fonciers, parce qu'on connaît les fonciers. Voilà.
C'est vraiment notre principe de base. Notre deuxième objectif, c'est que pour financer la transition énergétique dans le contexte budgétaire public qu'on connaît, on pense qu'il est essentiel de mobiliser aussi les capacités financières privées en faisant un effet levier avec l'argent public, mais en s'assurant qu'ils soient bien utilisés. Donc on rentre dans les projets, on est en amont, on connaît le territoire, on connaît les acteurs. Quand une collectivité voit un projet arriver, souvent elle ne le voit qu'une fois dans sa vie. Voilà, nous on connaît les acteurs, on connaît les projets, on a une expertise, et donc on la met au service du territoire pour faire le tiers de confiance, et cette confiance qu'on a dans le projet, elle se matérialise parce qu'on investit dedans. Donc on vient dans le projet, on regarde si dans le projet. Et c'est comme ça qu'on entend débloquer les fonciers, c'est comme ça qu'on entend mobiliser l'investissement privé sur les projets, parce que ça nous semble essentiel, et je pense que la transition énergétique ne pourra pas se faire sans ça. Voilà. Et alors, vous n'investissez pas que dans les réseaux de chaleur, mais c'est une de vos priorités. Hein. Et vous avez déjà un projet dont vous pouvez nous parler ? Alors, en effet, alors juste, on investit. On est surtout là pour faire de la production d'ENR. Maintenant, c'est vrai que dans le premier projet là, qu'on a remporté, alors on a déjà investi dans un méthaniseur en Seine-et-Marne, Equimet. On a déjà vendu un projet dans lequel on avait investi en photovoltaïque aussi en Seine-et-Marne. Donc on a un petit début de track record, comme on dit en français. On vient de remporter aux côtés de Dalkia et de Degré la DSP avec certes de la production et du réseau de chaleur à Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan. Donc ça, c'est vraiment une première étape pour nous. On a d'autres choses à venir, mais c'est un peu tôt. J'espère revenir ici dans un an. Et voilà, c'est ça l'intérêt des startups, c'est que d'une année sur l'autre, on voit des évolutions très rapides aussi. Donc, j'espère revenir l'année prochaine avec beaucoup plus de choses à vous raconter. Voilà. Et à Livry-Gargan, ce que vous m'avez expliqué, c'est qu'il n'y a pas simplement le réseau qui sera relié à la géothermie, hein, c'est qu'il y a parallèlement la rénovation énergétique. Alors oui, et que donc on couple donc d'une part une moindre consommation des habitants qui seront desservis par un réseau de chaleur qui lui-même sera décarboné. Alors en effet, c'est une petite activité connexe qu'on a développée parce qu'il semblait qu'il y avait un besoin qui ne sont pas toujours couverts en Ile-de-France. Alors les syndicats d'énergie comme CIGF, CIPEREC, vous avez développé aussi cette activité d'accompagnement des collectivités. Bon, sur les 1200 communes et quelques en Ile-de-France, voilà, je crois que c'est 200 à peu près qui sont couverts par ces deux syndicats, peut-être un peu plus. Donc voilà, il y a plein de communes qui ont besoin d'un accompagnement. Et ce n'est pas la rénovation énergétique, c'est l'efficacité énergétique. Et ça, bon, on a souvent à devoir, même en interne, à refaire le travail un peu sur la terminologie, justement parce que la géothermie, c'est très consommateur de CAPEX. Et donc c'est pour ça aussi que le levier est important. La rénovation, c'est pareil. On pense qu'il y a un enjeu essentiel, c'est de travailler en parallèle l'efficacité énergétique, mais on envoie souvent les gens sur des grosses rénos à 65% d'économie d'énergie. Fondamentalement, on sait qu'il va falloir y aller, on a besoin d'aller vers là. Mais le mur est tellement grand, quand vous parlez à un maire qui a déjà des contraintes budgétaires énormes, et vous lui parlez de rénovation avec des montants de CAPEX monstrueux, pour passer à l'action, c'est compliqué. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà de réexpliquer les obligations réglementaires, où sont déjà les données, des fois, sur l'énergie, et qu'est-ce qu'il peut faire rapidement. Donc, comme on dit encore en bon français, deuxième anglicisme, on fait des quick wins, quoi. Comment on peut gagner 5-15% rapidement, parce que c'est des euros gagnés tout de suite, c'est du CO2 en moins, et puis on commence à se libérer un peu de marge financière pour peut-être à terme commencer à financer ou envisager des choses plus lourdes. Voilà. Mais ça, c'est une activité un peu connexe qu'on a développée, quitte à aller voir les territoires, des fois, autant aussi les aider à mettre le pied à l'étrier sur les sujets énergétiques de manière plus large. Voilà. D'accord, merci. On a déjà parlé de vous, Christophe. Hein. Vous avez même plus besoin de... On fait votre publicité. Donc le CIGIF, c'est un des très grands syndicats d'énergie franciliens, dont l'origine c'est le gaz. Mais vous ne faites... ça fait déjà longtemps que vous ne faites pas simplement du gaz, vous faites aussi de l'électricité, vous faites plein de choses, des bornes de recharge électrique, mais vous faites aussi de la chaleur renouvelable. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment ? Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je vais répondre à votre question en citant mon président, c'est toujours un bon réflexe. Et en faisant de la pub pour le Journal du Grand Paris, ce qui est une bonne œuvre, dans le hors-série du Journal du Grand Paris qui va sortir incessamment, consacré au CIGEF, Jean-Jacques Guillet, donc maire de Chaville, président du CIGEF depuis 41 ans, dit que tout ce qui concerne l'énergie nous intéresse. Donc nous nous intéressons par construction à toutes les énergies,
le gaz qui a construit notre histoire, bien sûr l'électricité et les réseaux de chaleur. Notre métier, c'est l'énergie. Notre métier fondateur, c'est le contrôle des concessions, en effet, sur 189 communes en Île-de-France. Les réseaux de chaleur sont une activité plus récente, quoique elles sont dans nos statuts depuis plusieurs années déjà. Mais on voit émerger, Thomas a parlé de mode, voilà, un intérêt pour les réseaux de chaleur ces dernières années, c'est un fait. Et cette impulsion, elle a été sans doute accélérée par la crise énergétique, ce qui est une bonne chose. Moi, j'ai toujours tendance à penser que la crise, c'est un synonyme d'opportunité. Ça a été une prise de conscience pour les élus. Les élus, avec la crise de 2021, de 2022, ont pris conscience des enjeux, ou en tout cas, ont mis le doigt sur les enjeux de l'énergie, enjeux de souveraineté, enjeux de décarbonation, enjeux de prix. Et ça, on peut s'en féliciter. Donc, le CIGEF accompagne déjà et va accompagner en effet le développement des réseaux de chaleur en Île-de-France. Il a été le premier, par exemple, à signer un contrat chaleur renouvelable avec l'ADEME Île-de-France en 2022 pour développer des projets qui n'avaient pas accès au fonds chaleur. Donc des petits projets, notamment des projets en géothermie de surface. L'heure est au bilan de ce CCR, comme l'on dit, et on a développé 17 projets pour une production de 4,2 gigawattheures. Et on a pour ça utilisé l'enveloppe du fonds chaleur à hauteur de 2,5 millions d'euros. Parce que nous connaissons les projets, nous connaissons les élus, nous connaissons notre territoire mieux que l'ADEME Île-de-France aurait pu le faire. Donc c'est un satisfecit que nous nous adressons mutuellement et nous renouvelons ce contrat de chaleur renouvelable dans les jours qui viennent. Autre scoop pour le Journal du Grand Paris, la signature du CCR2 aura lieu dans nos locaux le 27 juin prochain. CCR2, comme l'on dit, donc il y a des objectifs bien plus ambitieux, puisque nous gérerons désormais 6 millions d'enveloppes du fonds chaleur. Nous avons pour objectif d'accompagner 40 projets pour une production de 9,1 gigawattheures. Donc, bien sûr, on a notamment un projet emblématique, si je puis dire, dans une petite commune du Val d'Oise de Margency, qui a bénéficié de la visite du ministre de l'Énergie dès le 2 janvier de cette année pour sa première visite en tant que ministre de l'Énergie. On a un projet, enfin une réalisation à Cachan, une autre à Suresnes. On s'adresse à la fois aux collectivités publiques et aux acteurs privés. Mais au-delà de cette chaleur de moyenne surface ou surface, nous développons également donc des projets en géothermie où nous aidons les collectivités de notre territoire à les développer. Il y a 2 appels d'offres en cours, donc je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup, mais au moins citer le périmètre. Donc un premier projet qui couvre les villes du Chénet-Rocancourt, la Celle-Saint-Cloud, de Bougival, de Noisy-le-Roi, et j'oublie la 5e ville à l'instant. Donc à la fois sur le 92 et le 78, nous menons ce projet avec nos collègues du C78, appel d'offres en cours, donc et attribution du marché à la fin de l'année. Un autre appel d'offres est en cours, il couvre les villes de Chaville, Sèvres, Ville d'Avray, Viroflay. À chaque fois, ce sont des gros projets quand même. 45 km de réseau nouveau à Chaville, 35 sur le premier projet cité. En tout, c'est 30 000 équivalents logements pour la production. Donc, c'est 10% de ce qui existe actuellement. Donc, le CIGEF prend sa part à ce développement des réseaux de chaleur. Nous sommes sollicités pas mal dans le 78, dans le 92, nous avons pris des parts dans la SEM Énergie 92 pour accompagner des projets, les accompagner dans un périmètre plutôt intercommunal parce qu'il y a une vertu à la mutualisation. Et puis nous essayons aussi de récupérer la chaleur des data centers pour mettre un peu de chaleur vraiment renouvelable dans ces réseaux qui, c'est la promesse que nous font les opérateurs, rencontreront aux alentours de entre 70 et 75%. Je terminais mon propos, et c'est lié à mon dernier développement, par quelques points d'alerte, quelques points de vigilance sur le développement des réseaux de chaleur.
J'ai dit que les élus avaient touché du doigt les enjeux de la souveraineté énergétique, du prix de l'énergie avec la crise. Il faut maintenant qu'ils rentrent vraiment dans le sujet et avec un peu de recul. La question ne se pose plus aujourd'hui comme elle se posait il y a encore 2 ans. Le prix du gaz est monté jusqu'à 300 euros le mégawattheure en août 2022. Il est aujourd'hui à 33 euros. D'accord ? Et stable depuis 15 mois. Donc, la chaleur n'est plus aussi compétitive qu'elle a pu paraître l'être il y a 2 ans. Donc, ça suggère une réflexion. Par ailleurs, les réseaux de chaleur ne sont pas, contrairement à ce que certains élus croient, complètement indépendants des variations du prix de l'électricité dont on a besoin pour le système et des prix du gaz. Donc il reste 25% quand même de variations possibles sur ces réseaux. Donc là encore, point de vigilance, oui, c'est une énergie locale, c'est une énergie renouvelable, mais elle n'est pas exempte des évolutions des prix de l'électricité et du gaz. Il y a par ailleurs, et Cécile Velasco en a parlé tout à l'heure, un fort potentiel de développement du gaz renouvelable en Île-de-France. Les réseaux sont là, ils sont amortis. Donc l'élu doit se poser la question au moment de faire son choix, de savoir s'il n'y a pas lieu de privilégier le gaz renouvelable à la chaleur renouvelable. Il y a moins d'investissements, moins de soucis politiques. Je l'ai dit, 45 km de réseau, c'est autant d'ennuis, pour ne pas dire autre chose, dans les années qui viennent pour les élus à gérer avec les riverains. Hein. Dernière chose, et la presse en a fait l'écho récemment, la multiplication des réseaux de chaleur peut aboutir à une sorte d'embouteillage ou de saturation de nos sous-sols. C'est maintenant presque le cas en Seine-et-Marne. L'Albien, voire le Dogger, sont maintenant inexploitables parce qu'il y a trop de puits, trop de forages qui ont été sollicités. Donc on voit bien qu'à un moment, là aussi, la ressource va s'épuiser. Alors, on peut contourner l'obstacle et aller plus loin encore vers le Trias pour aller chercher la ressource nécessaire. À quel coût financier ? Quel coût de la chaleur au final ? À quel coût écologique, environnemental ? Il faut se poser cette question-là. Dernière chose, et après j'en termine, cette accélération des réseaux de chaleur encourage une course un peu malsaine au permis minier. On voit bien que les opérateurs, il y en a 4, je vais les citer tous les 4 comme ça, voilà, je ne faut aucun ennemi. Il y a NJ Solutions, il y a IDEX, il y a Coriance et il y a et Dalkia. Voilà. Il y a une course au permis minier pour s'installer et dire, ben voilà, j'ai le permis minier, donc c'est moi qui produis et donc je suis le mieux placé pour distribuer demain. Donc ça, il faut faire attention, les services de l'État doivent faire attention et nous devons collectivement faire attention à ce que cette course ne soit pas malsaine. Dernière chose, et là je demande un peu de prospective parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est quel modèle énergétique voulons-nous ? Il a été bâti sur la péréquation s'agissant de l'électricité, je parle sous le contrôle de professionnels, faisant en tout cas un équilibre s'agissant du gaz avec un monopole de la distribution, Enedis pour l'électricité, GRDF pour le gaz. Là, avec les réseaux de chaleur, je viens de citer les concurrents potentiels, on est en pleine logique de marché. Demain, quelle interconnexion entre tous ces réseaux ? Va y avoir des sortes d'îlots de chaleur, chacun veut son réseau de chaleur, mais collectivement, quelles questions nous posons-nous sur l'interconnexion de ces réseaux à l'horizon de 2030, 2050, 2100 ? Qu'est-ce qu'on veut comme modèle ? Et c'est cette question que pose le développement des réseaux de chaleur aujourd'hui. Bah merci Christophe. Alors j'ai l'impression que ça marche là, d'accord. On enchaînera tout à l'heure sur les questions, mais on va terminer donc avec François-Marie Didier. Vous êtes président du SIAP. Alors le SIAP, c'est l'agence d'assainissement. Quand on assainit les eaux usées, on produit du biogaz, enfin du biométhane, pardon. Du biogaz. Mais vous voulez aussi produire de la chaleur et donc la fournir à des réseaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, alors le SIAP n'est pas une agence. Le SIAP est une collectivité. Parce que je suis président du SIAP en tant qu'élu de Paris. C'est aussi un service public.
Et c'est enfin une industrie, puisqu'on exploite directement, enfin à part à Valenton, on est en CEMOP avec Veolia, on exploite directement les plus grandes usines d'assainissement d'Europe. Dans les Yvelines à Achères, enfin c'est d'ailleurs pas qu'à Achères, puisque l'usine de Seine-Aval est la plus grande, la deuxième plus grande du monde. Elle est à cheval sur 2 départements et 8 communes. Donc c'est plus de 600 hectares, enfin c'est juste gigantesque. Donc le SIAP, on a 50 ans d'existence juridique, puisqu'on a un peu parlé de juridique tout à l'heure, mais c'est un sujet important sur ces questions de réseau de chaleur. Mais cette usine d'Achères, qui a été la première construite, et qui est issue finalement du Second Empire, c'est-à-dire qu'on a créé des égouts, on a envoyé toutes les eaux usées des Parisiens sur des terres dans les Yvelines, dans le Val d'Oise, et puis après on a construit des usines d'épuration pour traiter ces eaux. L'usine d'Achères, elle a 80 ans et elle produit du biogaz depuis 80 ans. Donc on fait déjà on faisait déjà à l'époque de l'économie circulaire, de la production locale d'énergie, et donc c'est vrai que le SIAP est vu comme le plus grand service public en matière d'assainissement en Europe. On traite les eaux de 9 millions de personnes. On a été très actifs sur le plan baignade. On a été le deuxième investisseur pour rendre la Seine baignable après l'État, avec 500 millions d'euros bien investis selon la Chambre régionale des comptes qui vient de nous auditer pendant quelques mois. Info, on en parlera peut-être dans ton journal, Jacques. On est vu évidemment comme cet acteur, c'est notre métier historique, on nettoie les eaux usées des Franciliens et on le fait bien depuis 50 ans, mais on est aussi un acteur énergétique. Acteur énergétique puisqu'on est le premier producteur de biogaz en Ile-de-France. Moi, je serais ravi de le revendre sur le réseau public, que ce soit de distribution publique, que ce soit GRDF ou GRT Gaz, sauf que ce biogaz, 500 gigawatts par an, on l'autoconsomme pour nos processus industriels. Parce qu'on est très énergivore, parce qu'on a des grosses usines, on consomme à peu près 1 TWh d'énergie par an, la moitié en biogaz et l'autre moitié en électricité. Et demain, la législation va aussi nous demander d'être autosuffisant à 100% en 2045. Donc très franchement, je ne sais pas moi comment est-ce que le SIAP va faire. Alors je n'imagine même pas comment un petit syndicat de la Creuse va pouvoir être autosuffisant. Et là, très franchement, je sors un peu de mon rôle de président du SIAP, mais je crois qu'on devrait plutôt mettre le paquet sur la relance de la filière nucléaire qui nous apportera une énergie compétitive, plutôt que de demander à des opérateurs d'eau de faire un métier qui n'est pas le leur. Parenthèse fermée, mais ça, la directive est en cours de revoyure chez nous, chez nos parlementaires, donc il faut que là, on aura besoin de tout le monde pour leur expliquer qu'il faut pas faire n'importe quoi, parce qu'on va se retrouver dans de grosses difficultés. Donc on est producteur de biogaz depuis toujours, mais on produit également de la chaleur grâce à nos procédés industriels, parce que je répète, on est à la fois une collectivité, un service public et une industrie. Cette chaleur, moi aujourd'hui, je suis sollicité par des maires qui ont besoin, effectivement, Christophe le rappelait, il y aura un mix énergétique et un système français. Moi aussi, EDF, GDF était pas si mal finalement. Pas de deuxième parenthèse, mais je la ferme. Mais c'est vrai que ces réseaux de chaleur, moi, le SIAP, comme on produit de la chaleur, on en utilise un petit peu pour nos usines, mais dans certaines usines qui sont très urbanisées avec des réseaux de chaleur à côté, où c'est peut-être un peu moins capitalistique en termes d'investissement que de tirer un câble sur 45 km ou plus dans des zones un peu plus lointaines que la métropole en Ile-de-France. Là, évidemment, c'est très capitalistique. Donc nous, cette chaleur, on essaie d'avoir d'avoir des projets intelligents avec les villes pour que finalement le SIAP soit aussi un acteur du territoire et qu'on n'apporte pas seulement des nuisances avec l'odeur de nos usines, le bruit, parfois malheureusement les incidents. Donc je vois les élus de toutes les communes autour de nos sites pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment est-ce qu'on peut apporter finalement la chaleur qu'on produit. Le SIAP, moi je ne souhaite pas qu'on rentre dans la question des réseaux, je ne souhaite pas forcément qu'on soit d'ailleurs en lien avec les 4 opérateurs que Christophe citait tout à l'heure, parce que c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est finalement fournisseur. On produit.
On produit cette chaleur, on essaie de l'avoir au meilleur prix possible pour que ce soit compétitif. Comme je le redis, ce serait une source évidemment de recettes supplémentaires pour le SIAP, mais on est un service public, donc on est aussi là pour aider les communes à peut-être revendre une énergie au meilleur coût aussi, et donc et que ce soit compétitif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la chaleur elle est un peu moins que le gaz, comme Christophe Provost l'a rappelé tout à l'heure. Donc on regarde différents projets. On a identifié aujourd'hui un gisement d'à peu près 100 gigawattheures de production. Deux types de production, de la production, donc je dirais chaleur fatale à haute température, donc qui serait issue des usines là où nous avons des fours d'incinération de nos boues, qui est là aussi l'étape ultime de notre process industriel, ou des usines où on a de la cogénération, c'est le cas à Seine-Grésillon, à Triel-sur-Seine dans les Yvelines. Et donc ça, ces gisements, c'est nos petites usines, parce que Seine-Aval, qui est la plus grande, aujourd'hui, il n'y a pas de four d'incinération. Il n'y a pas de mécanisme de cogénération non plus. Donc si, mais là, Christophe le rappelait, ce sera un dialogue avec les élus autour de l'usine qui n'ont jamais souhaité qu'il y ait un four d'incinération, parce que ça fait toujours peur. Mais en même temps, ils me demandent de leur fournir de la chaleur. Donc je pense que tout ça, ça se réfléchit et on avance avec différentes communes. Le projet aujourd'hui le plus abouti est à Clichy. Donc c'est de la récupération sur la chaleur fatale basse température. Donc c'est des boucles d'eau chaude. On utilise des échangeurs spiralés. On met des pompes à chaleur. Donc c'est aussi très énergivore en termes électriques. C'est pour ça que je dis, il faut quand même aussi ne pas oublier que si on avait un système système économique compétitif, c'est parce qu'on avait une électricité qui était quand même un coût qui n'était pas le même que dans d'autres pays qui étaient beaucoup moins performants que nous. Donc ça, c'est quand même, je pense, la clé pour le monde industriel. Mais ces sources de chaleur, ça peut être des sources d'appoint. Voilà. Donc on avance beaucoup sur Clichy. Il y a un autre projet qui sera, je pense, le plus là où on peut produire le plus de chaleur, c'est à Colombes, parce que là on a des fours d'incinération. Donc là c'est de la température qui est assez élevée, donc c'est assez facile. On peut garantir une température, un volume, parce que c'est ça finalement que l'opérateur attend. Mais on souhaite le faire avec des opérateurs publics, vendre à un opérateur public pour que lui ensuite gère l'opérateur du réseau. Parce qu'on n'est pas la CPCU et qu'on peut avoir un incident sur nos fours et que j'aimerais pas devoir payer des pénalités alors qu'on va un peu au-delà de notre métier. Voilà à peu près la philosophie des choses, mais c'est un gisement assez important, donc on travaille avec des collectivités, des acteurs publics sur le sujet, parce que je pense que c'est le SIAP, on est vu comme un opérateur évidemment en matière d'eau, mais on est aussi un acteur énergétique, et donc il faut en faire profiter notre région et nos territoires. Voilà. Oui, donc il y aurait d'un côté la chaleur haute température venant des fours, et de l'autre côté la chaleur à plus faible température qui vient des bouts, des boucles d'eau chaude, exactement, mais qui peut être des sources d'appoint importantes pour certains quartiers. Après, ça suppose d'être près d'un réseau de chaleur, justement. Exactement, c'est le cas à Colombes, c'est le cas à Clichy, c'est un peu moins le cas à Seine-Aval, mais s'il y a une ambition politique, et si à Seine-Aval on a des fours d'incinération, là on va produire quand même beaucoup d'énergie, puisque c'est en gros Seine-Aval, c'est à peu près la moitié du SIAP en termes de tout, d'effectifs, de production d'énergie, de traitement des eaux. Et ces sources un petit peu nouvelles de chaleur, que sont justement l'incinération, que sont les data centers, il y a directement sur les eaux usées qui circulent. Je crois qu'à Paris, ils commencent à faire ça aussi. C'est anecdotique, ou ça peut devenir vraiment intéressant en termes de ressources? Les collecteurs d'eau usée, l'avantage c'est qu'il y en a partout. Donc effectivement, on a cité Paris. Paris, il y a déjà effectivement des récupérations de chaleur sur les eaux usées, mais faut se dire, ça reste des gisements très basse température. On est à 15 degrés. En fait, c'est l'équivalent d'une géothermie de surface.
où on est à peu près dans ces mêmes gaps de température. Donc à chaque fois, il faut relever la température par des pompes à chaleur. Faut se dire ça. Mais c'est quand même plus efficace qu'une pompe à chaleur air, enfin qui prend les calories de l'air. Donc ça, effectivement, on a des gisements qui sont assez importants. Donc à l'échelle de l'Île-de-France, effectivement, les gisements de chaleur fatale sont très forts. Surtout les data centers, les usines d'incinération où le gisement il est déjà largement valorisé, mais on l'a dit, il y a encore des possibilités. Pardonnez-moi, on pourra pas non plus mettre des boucles chaudes partout sur le réseau d'assainissement parce que nous, l'eau, il faut qu'elle arrive chez nous, mais surtout il faut qu'elle arrive à une certaine température pour pas que nos machines ne fonctionnent pas. Voilà. Exactement. Parenthèse, mais effectivement, c'est un vrai sujet parce que les réseaux de chaleur, ils sont à des gammes de température assez variables. CPCU, on est sur de la vapeur à très haute température, alors que maintenant CPCU aussi développe des boucles d'eau chaude à plus basse température, donc ça permet de diversifier le mix énergétique. Par exemple, Chapelle Charbon, là il y a du data center, il y a de l'eau usée, etc. Donc effectivement, ces gisements sont là. Il y a les blanchisseries aussi, à ne pas oublier. On en a quand même un certain nombre en Île-de-France du fait de l'hôtellerie, de la PHP. Enfin, il y a quand même un certain nombre de blanchisseries qui peuvent valoriser leur chaleur fatale. Petite parenthèse. Sur les data centers, on l'avait évoqué lors de la dernière rencontre. Alors, c'est effectivement un vœu des collectivités, des citoyens, de valoriser cette chaleur dite fatale. Après, elle n'est pas si simple que ça à récupérer parce que ça reste une chaleur déjà qui est vouée à se réduire dans le temps. Enfin, un débat. Les data centers vont monter en puissance, certes, mais en même temps, il y a tellement d'argent investi là-dedans qu'ils améliorent considérablement leur efficacité énergétique. Ils ont un indicateur qu'on appelle le PUE, l'efficacité énergétique, qui considère en fait la consommation électrique des serveurs, de la climatisation et de tout ce qui est annexe, etc. Et en fait, ça tend vers 0, enfin vers 1, pardon, que je me trompe pas. Donc au final, c'est aussi une chaleur qui, par rapport à un réseau de chaleur qui va résonner à 30, 40 ans, 50 ans, le data center va plutôt résonner à 5, 10, 15 ans parce qu'après il peut modifier ses technologies. Donc là, les premiers retours d'expérience qu'on a, et il n'y en a pas tellement, on a une dizaine de réseaux de chaleur qui utilisent déjà un peu de chaleur de data center. La chaleur est gratuite. Donc elle est donnée par l'opérateur de data center, donc lui ça rentre pas dans son modèle économique. Il faut que ce soit mis aussi dès le départ, dès la conception du data center. En plus, les agréments de la préfecture demandent à ce qu'il y ait cette valorisation de chaleur fatale. Les nouveaux data centers, on a parlé des hyperscales, ils se mettent quand même plus loin, hein. Ils se mettent pas forcément à proximité des besoins en chaleur. Donc ça veut dire aussi est-ce qu'on tend des tuyaux ou pas, etc. On le voit aussi, une innovation sur Marcoussis de mémoire. Là, la chaleur fatale, elle sert à produire des algues et à valoriser le CO2 et après à valoriser la biomasse issue des algues pour en faire de l'énergie issue de la biomasse. Donc effectivement, il y a un panachage de sources. Une source qu'on a un petit peu parlé, et je tiens quand même à en parler, on parle beaucoup de géothermie profonde en Île-de-France, on l'a dit, alors c'est le Val-de-Marne dont les gélules géothermiques effectivement sont très denses et maintenant on a une certaine saturation dans le Val-de-Marne. L'autre ressource, c'est la géothermie de surface. Alors celle-ci, elle est très intéressante parce que là le potentiel il est très favorable sur quasiment toute l'Île-de-France. Donc ça on peut en mettre partout. C'est un certain coût. Il y a un peu de forage à faire, mais c'est beaucoup moins qu'aller creuser à 1500 mètres. Ça s'intègre très très bien dans le milieu urbain, si tant est qu'on ait un peu de place. Là, je prends le dernier exemple, c'est dans le bois de Boulogne, un petit forage qui fait à peine 20 mètres carrés et qui va chauffer du patrimoine avec les villas Windsor, etc. Donc là, on est quand même sur du beau patrimoine qui va se chauffer à la géothermie de surface. Palais de l'Élysée aussi qui a fait ça. On a aussi d'autres exemples d'anciens manoirs, etc. qui se mettent sur ce type d'énergie. Donc on l'a dit, les impacts fonciers sont beaucoup moindres qu'installer des fermes solaires au sol qui prennent tout de suite beaucoup de place. Les centrales biomasse aussi qui prennent de la place. La méthanisation, ça prend de la place. Donc voilà, cette ressource, elle est quand même présente sur tout le territoire. On peut en faire pour du résidentiel, on peut en faire pour du tertiaire. Le tertiaire pousse beaucoup cette énergie-là. Et aussi quelque chose qu'on n'a pas trop cité, c'est les démarches privées.
En fait, on cite beaucoup les réseaux de chaleur des collectivités. Et en fait, on voit donc il y a des sites industriels qui consomment de la chaleur et qui ont leur propre réseau de chaleur sur le site. Et on a vu là dernièrement un acteur privé qui se met avec Dalkia, donc c'est Safran, sur le site de Villaroche, donc l'énorme site industriel qui sert, on parlait de l'efficacité énergétique des moteurs, c'est là que ça se passe, avec des gains énergétiques de peut-être 20%, donc les nouveaux moteurs qui vont consommer du SAF, de l'hydrogène, etc. Safran, donc acteur privé, s'est lancé dans la géothermie profonde. C'est le premier acteur en Ile-de-France qui se lance là-dedans, avec son propre réseau de chaleur sur Villaroche. Donc ça aussi, je voulais citer ça, que ça reste des démarches qui sont quand même loin d'être anecdotiques sur le territoire. Alors, Christophe Provost a posé plein de questions et Thomas, il faut qu'on vous donne un petit micro peut-être pour y répondre. Il y a la question de la propriété, la propriété, en tout cas de la gestion de ces réseaux par des opérateurs privés. Et justement, je crois que vous avez une réflexion un petit peu à ce sujet-là sur production, distribution de la chaleur. Oui, de la... Il marche, c'est bon, ouais. Non, c'était sur le fait de dissocier peut-être la partie production et la partie réseau. Et c'est vrai qu'il y a un modèle qui se développe beaucoup en ce moment, qui est la SAS ENR. Alors, voir comment elle se crée, mais c'est vrai que on pense qu'il peut y avoir un certain intérêt, en tout cas, à dissocier ces deux outils qui sont finalement forcément interconnectés, mais qui sont quand même distincts pour des questions de temporalité, de rapidité de déploiement du projet, aussi de transparence des échanges entre les deux outils. Voilà. Mais après, il y a plein de modèles qui existent, la SPL, la DSP qui prend les deux, la DSP d'un côté, la SAS, etc. Ça dépend des contextes, mais voilà, on pense que c'est quand même un modèle assez intéressant s'il est fait dans certaines conditions. Voilà, et on y travaille, mais je sais que le CIGEF y travaille aussi et dans des ça serait comme dans les autres énergies où il y a d'un côté un producteur, d'un côté un distributeur. Voilà, exactement. Et et je pense que le modèle SAS ENR actuellement est encore assez récent, il mérite encore d'être travaillé, et il y a un certain nombre d'ajustements à faire, je pense, pour que ça soit pleinement exploité, notamment dans justement l'interaction entre la DSP ou la distribution et cet outil, notamment dans les mécanismes contractuels de vente de la chaleur. L'intérêt aussi de la distinction, c'est que alors, sous réserve de ne pas surexploiter la ressource, et Christophe a évidemment raison là-dessus, mais on peut aussi aller chercher avec la SAS ENR, en dissociant les deux, des interstices et des zones non exploitées, et créer des outils de production qui peuvent alimenter plusieurs réseaux. Voilà. Mais ça nécessite aussi de la coordination, tout ça, et il y a un énorme travail à faire, en effet, du fait de l'effet de mode, qui est une très bonne nouvelle, mais du coup, il y a un travail à faire de coordination entre les réseaux et où on place les outils de production. Mais voilà. Donc, c'est pas la solution à tous les coups. Il faut que ça soit fait dans des bonnes conditions, mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant et peut-être encore sous-exploité comme outil juridique. Voilà. Donc, ce que je comprends, c'est que les réseaux de chaleur, c'est très bien parce que ça permet avec un outil de production décarboné, de démultiplier rapidement l'effet décarbonation, mais on reste dépendant de l'électricité pour les pompes à chaleur, du gaz pour le complément, et d'opérateurs privés pour l'exploitation, et sans interconnexion des réseaux. Voilà, donc c'est des questions qui méritent d'être creusées, sans jeu de mots, pour l'avenir. Mais c'est très bien résumé. Rien n'est grave dans ce qu'on a dit, mais il faut se poser la question. Voilà, prendre un peu de recul sur l'accélération de cette solution-là. Je crois que c'est important qu'on ait ce recul-là. Le rythme politique ne permet pas toujours de l'avoir. Et voilà. Et quand on me dit chaque maire veut son réseau de chaleur, est-ce que le maire a bien réfléchi aux incidences? Voilà. Et donc, avec l'accélération, les municipales qui arrivent, le rythme politique n'est pas toujours celui de l'énergie qui est, on dit et redit, voilà, un rythme de long terme. L'énergie a besoin de temps et la transition également. Donc, tout ce qu'on a dit n'est pas grave. C'est le mantra du CIGEF, la bonne énergie au bon endroit pour le bon usage. Je crois que là, on a un bon terrain de jeu, un bon terrain de réflexion collective. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a une question dans la salle sur ce sujet des réseaux, ou est-ce qu'on reste sur cette conclusion excellente de Christophe? Oui.
Est-ce que la variation de la demande de chaleur ne pose pas non plus un problème important au réseau de chaleur? C'est-à-dire qu'on a besoin de chaleur en hiver, mais en été, qu'est-ce que vous en faites? Alors effectivement, en fait, on a quand même besoin de chaleur pour l'eau chaude sanitaire, au moins. Et après, plus les réseaux de chaleur sont diversifiés dans leurs cibles, certains ne sont pas que pour du bâtiment, ils peuvent aussi pour du tertiaire ou un petit peu d'industriel, ça reste très léger. Donc avec des besoins de chaleur toute l'année. Tout à l'heure, j'ai parlé de Safran. L'autre acteur aussi qu'on peut citer, c'est Coca-Cola. Avec son usine en Essonne qui se connecte au réseau de chaleur de Grigny. Et Coca, ils ont des besoins toute l'année. Parce qu'il y a des process de chaleur, etc. Après, effectivement, on commence à avoir des réseaux de chaleur et de froid qui mixent un peu leurs sources énergétiques et qui, justement, jouent sur la complémentarité entre chaleur et froid. On a parlé de géothermie de surface. Ça, c'est un super outil pour faire les deux. Les besoins de climatisation vont être grandissants dans les années à venir. Enfin, ils sont déjà là, mais ils vont être grandissants. Donc, on commence aussi à avoir des réseaux de froid sur l'île de France, surtout sur la zone dense. Donc là, on peut aussi jouer là-dessus. Et dernière chose que je voulais dire, ouais, maintenant, c'est effectivement, c'est des usages qui sont pas toute l'année, mais après, ça se réfléchit. Le modèle économique se réfléchit en fonction des usages qu'on peut trouver localement. Très bien, écoutez, je vous remercie infiniment tous les quatre. Et donc le prochain rendez-vous, c'est le 19 juin, sur la question de l'aménagement durable, bien évidemment.